Bonjour, je me présente Ariat Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Hello les orthos et les non-orthos, je suis très contente de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de Voice of Ortho. On est déjà à l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je reçois une orthophoniste française que je suis depuis un bon moment sur Instagram, que j'ai découvert sous le nom du pseudo Speak and Play. C'est une orthophoniste qui partage beaucoup ce qu'elle fait au cabinet avec ses patients. Je me suis beaucoup reconnue dans sa manière de travailler. Elle m'aide beaucoup quand je suis des fois face à certaines difficultés. Elle est toujours ouverte à la discussion et au partage. Et ça a été un réel plaisir pour moi qu'elle accepte de participer à ce podcast, sachant que c'est son premier podcast, donc j'ai hâte que vous l'écoutiez. Et du coup, je vous invite à suivre notre conversation avec Gaëlle sur le CAA, à savoir la communication alternative et augmentée. Et moi, je vous dis bonne écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Lamia. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Pour ce podcast, je ne sais pas si tu as une petite idée de Voice of Ortho. Le principe de base était fait pour des orthophonistes marocaines parce que je trouvais que notre communauté n'avait pas forcément assez de place au niveau des médias. Et j'ai fait l'exception avec toi parce que je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de te le dire ou pas, mais tu as été parmi les premières orthophonistes que j'ai suivies sur Instagram et tu m'as beaucoup inspirée dans ta manière de travailler, même le nom, parce qu'avant même d'avoir créé ma propre page Instagram, je m'étais inspirée un tout petit peu de ton nom. Je trouve que c'était plutôt rigolo d'avoir choisi un nom anglais, pourtant tu es une orthophoniste française. Et du coup, ça m'a inspirée aussi pour créer mon Instagram. J'ai choisi également un nom un petit peu anglais. Donc, je te donne la parole. Tu vas te présenter auprès de nos auditeurs pour qu'ils fassent un petit peu plus connaissance avec toi. Entendu. Alors, déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Alors, je suis Gaëlle, je suis orthophoniste en France. Je suis diplômée de l'école de Paris depuis 2010. Actuellement, j'exerce dans le centre de la France, en Auvergne, qui est ma région natale. J'exerce exclusivement en libéral dans une maison de santé pluridisciplinaire. Et auparavant, j'ai travaillé en institution, à l'hôpital, en libéral, et j'ai travaillé dans plusieurs endroits en France, donc à Paris intramuros, en région parisienne, dans le sud de la France et maintenant ici en Auvergne. Et comme tu l'as dit, j'ai aussi une page Instagram que j'anime depuis 2012, donc sous le pseudonyme Speak and Play, et où je partage tout ce qui m'anime dans cette profession. Voilà. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un tout petit peu pourquoi avoir choisi cette carrière-là d'orthophoniste ? Oui. Alors, quand j'étais toute petite, je voulais être archéologue, puis ensuite tailleur de pierre, peintre en bâtiment. Et puis, très vite quand même, j'étais très attirée par le domaine du soin et le domaine médical. Mais j'avais une peur bleue des aiguilles, des plaies, du sang. Donc, je savais que ce ne serait pas une carrière dans le médical pur. Et à la fin du collège, début lycée, j'ai commencé à me renseigner sur les carrières paramédicales et assez vite est ressortie cette profession d'orthophoniste. Mais j'en avais une vision qui était assez restrictive, un peu caricaturale de l'orthophoniste qui reçoit que les enfants qui ont des troubles articulatoires. Donc j'étais pas franchement convaincue. Et au lycée, j'ai rencontré une amie, une très bonne amie, et dont la maman est phoniatre, donc médecin spécialisé de la phonation, de la voix, de la déglutition. Et cette dame m'a dit un jour, un peu de but en blanc, je te vois bien orthophoniste. Alors ça m'a un peu étonnée, ça m'a un peu questionnée, et elle m'a dit si tu veux, je te fais rencontrer des orthophonistes. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai rencontré les orthophonistes. J'ai pu passer en fait une journée dans un cabinet libéral
Et je me souviens très très bien de cette journée. J'ai pu voir plein de profils de patients différents. Des patients adultes, des patients, des enfants, des patients en situation de handicap. Et je suis ressortie de cette journée en me disant c'est ça que je veux faire. Et voilà, cette idée m'a plus jamais quittée. Et donc, j'ai travaillé pour avoir le concours et ensuite faire les études. Et je suis très, très, très contente de ce choix, de ce métier d'orthophonie qui m'apporte beaucoup de joie au quotidien, beaucoup de satisfaction. J'ai vraiment le sentiment d'être utile. Et voilà, c'est vraiment un beau métier que je fais avec beaucoup, beaucoup de passion. Effectivement, je trouve que pour être orthophoniste, il faut vraiment apprécier au maximum et prendre du plaisir dans ce travail parce que c'est quelque chose qui nous prend quand même beaucoup d'énergie. C'est pas évident, surtout si on travaille avec des enfants en situation de handicap, avec des troubles relativement importants. Et automatiquement, il faut vraiment apprécier pour avoir cette motivation tous les jours d'avancer. Et notamment, tu as parlé d'enfants en situation de handicap. On sait très bien qu'avec certains enfants, des fois, ça prend du temps pour arriver à certains objectifs ou ça va pas être évident tous les jours. Donc, je partage complètement cette vision-là du plaisir dans le travail. Ok. Ensuite, comme je t'ai dit, je te suis sur Instagram depuis, je pense, même 2012, parce que j'étais diplômée Alors, j'étais en diplômée quelle année? J'étais en diplômée en 2016. Donc, 2012, c'était là où j'avais commencé mes études d'orthophonie. Et je pense que c'est après mon obtention du diplôme où j'ai un petit peu découvert ton Instagram et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on avait plus ou moins la même approche aussi bien au niveau des prises en soins du TSA parce que j'ai vu que là dernièrement t'en reçois un petit peu plus parce que je pense qu'au tout début de ta pratique c'était un petit peu mixte entre adultes et enfants mais là j'ai l'impression que tu reçois beaucoup plus d'enfants que d'adultes. C'est vrai, actuellement, c'est le cas, oui. Ouais. Et donc du coup, comme je disais, je me reconnais beaucoup sur ta manière de travailler. Tu utilises beaucoup de supports, de dessins, de pictos. Et tu es relativement très douée au niveau du dessin aussi. J'essaie de m'inspirer un tout petit peu des petites images, des petits dessins que tu présentes à tes patients comme support visuel. Et d'où t'es venue cette idée-là de mettre en place ce type d'outil qu'on appelle actuellement le CAA, qui permet justement d'aider nos patients au niveau de la communication, aussi bien au niveau de l'expression qu'au niveau de la compréhension. Oui, alors déjà, merci pour le compliment sur les dessins. Alors, moi, j'ai commencé à exercer, j'ai travaillé exclusivement pendant 2 ans dans un CESAD qui ne recevait que des patients porteurs de TSA. Et au sein de cette structure, moi, je recevais essentiellement des jeunes enfants et des enfants qui avaient un niveau de développement assez bas. Donc, des enfants non oralisants pour la plupart et parfois non verbaux également. Et dans tous les cas, pour les enfants porteurs de TSA, on sait que très souvent, il y a des troubles de la compréhension verbale. Et donc, pour ces patients-là, j'ai été obligée, on va dire, dès le départ de mon exercice, de mettre en place des supports visuels pour venir supporter cette compréhension, donc augmenter cette compréhension verbale qui était souvent déficitaire. Et bien sûr, pour permettre la mise en place d'outils de communication expressive pour les patients non oralisants. Et comme c'était un CESAD, donc c'est une structure d'éducation spécialisée qui va à domicile et aussi dans les écoles, pour la petite anecdote, j'accompagnais un petit garçon et je l'accompagnais à l'école et on avait mis en place pour lui à l'école plusieurs outils visuels. Donc un outil qui était plus pour augmenter la compréhension du déroulement de sa matinée, donc c'était un planning visuel. Et on avait mis aussi en place des pictogrammes pour aider la compréhension des consignes scolaires. Donc on avait mis ça en place et je reviens 2 semaines après. Et la maîtresse de ce petit garçon était extrêmement enthousiaste. Elle m'avait dit « Ah, c'est formidable !» Et puis en plus, ça aide absolument tous les élèves de la classe.
Et ça m'est resté un petit peu en tête. Et je me suis dit, effectivement, en fait, on va mettre ça en place pour des enfants en situation de handicap, des enfants porteurs de TSA, mais au final, le visuel, ça aide absolument tout le monde. Ça aide les enfants, ça aide les adultes. Des pictogrammes, finalement, on en a partout autour de nous, dans l'espace public. Et donc, j'ai vraiment gardé ça en tête. Et quand je me suis installée en libéral et que j'ai reçu une patientèle un peu plus générale, avec des patients qui avaient peut-être des atteintes un peu moins lourdes, mais qui avaient des troubles des apprentissages, des troubles du langage oral, j'ai gardé en fait cette approche-là. Et je trouve qu'effectivement, ça fonctionne très bien. C'est vraiment une aide très puissante pour les enfants. Et ce que je fais, c'est qu'au départ, j'essaye de mettre le plus de support visuel possible pour aider mes patients. Et en fonction de leur progrès, je vais estomper petit à petit ces aides visuelles pour qu'ils en aient moins besoin par la suite. Effectivement. Après, ça m'intéresse de savoir à quel moment tu as entendu parler du PEX, du CA, de tous ces outils-là. Parce que moi, personnellement, pendant mes études, c'était pas forcément des choses qu'on entendait. Le PEX un tout petit peu, parce que quand on va dans des centres un peu spécialisés qui ont des enfants avec des troubles relativement lourds, où ils n'arrivent pas forcément à communiquer, il n'y a pas de communication verbale, donc ils essaient de mettre en place ces outils-là, mais ça ne faisait pas forcément partie de mon parcours, on va dire, scolaire. Est-ce que de ton côté, c'est un petit peu pareil, ou très tôt déjà, tu avais une petite idée de tous ces outils-là qu'on pouvait proposer à nos patients ? Alors c'est vrai qu'en formation initiale, ce sont des méthodes qui avaient été balayées très très rapidement. Et puis c'est vrai qu'on en avait parlé un tout petit peu du PEX et du Macathon, mais pas d'autres choses forcément. Après, la chance que j'ai eue, c'est en fait ce travail en CESAD et en CESAD spécialisé dans l'autisme m'a mis dans le bain tout de suite. Donc en fait, je suis arrivée déjà dans un environnement où les collègues orthophonistes ou éducateurs ou psychomotriciens avaient déjà l'habitude d'utiliser ces supports. Et puis j'ai eu la chance en fait de pouvoir bénéficier dès ma première année d'exercice de formation professionnelle. Donc j'ai tout de suite fait la formation PEX. Et ensuite j'ai fait les formations Macathon et après je me suis formée par d'autres moyens de formation sur les autres outils en formation continue. Mais je pense que c'est vraiment cette opportunité de travailler auprès de patients porteurs de TSA. Et quand même, en troisième année, j'avais fait un stage en hôpital de jour. C'est un stage, c'était ma première rencontre avec des patients autistes qui a été très formateur pour moi et ça m'a permis aussi quand même de commencer à appréhender toute cette approche de la communication visuelle, de la communication augmentative et alternative. D'accord. Parce qu'effectivement, moi je reçois pas mal de stagiaires au cabinet et on me dit souvent que le TSA c'est vraiment l'un des troubles qui leur fait le plus peur, qui n'osent pas forcément ou qui n'ont pas forcément envie de prendre en soin ce type de troubles. J'ai l'impression que pour toi c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire le fait d'avoir observé comment les orthophonistes elles travaillent avec ces patients-là, ça t'a peut-être donné plus envie de découvrir un tout petit peu plus ce trouble. Oui, tout à fait. Alors, le stage là dont je te parle en troisième année, je me suis un peu forcée à le faire, il faut le dire, Ouais. parce que je suis arrivée en troisième année. Alors, à l'époque, c'était des études d'orthophonie en 4 ans en France. Je suis arrivée en troisième année, je me suis dit, j'ai jamais rencontré de patients en situation d'autisme, ça me fait défaut, donc il faut que je fasse un stage dans ce domaine. Et j'y suis allée avec une forme d'appréhension. En plus, c'était un stage en hôpital de jour, donc avec des patients qui ont une atteinte assez sévère, en milieu fermé. Donc, c'est pas évident quand on est une jeune étudiante. Mais j'ai tout de suite adoré. J'ai eu, mais je ne saurais pas dire, une sorte de coup de cœur pour ces patients, en fait. Ce profil de patient, ça aussi tient beaucoup, je pense, de ma maître de stage qui était formidable. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai envie de travailler avec ces patients-là et de les accompagner. Je me suis quand même un peu forcée à faire ce stage en première intention parce que c'est vrai que ça m'effrayait. Mais je ne voulais pas sortir des études en n'ayant jamais vu de patients avec ce type de pathologie. Et voilà, je suis tombée dans la marmite, on va dire.
Ça. Ok, d'accord. Et comment est-ce que tu arrives à mettre ça justement en place au cabinet? Est-ce que les parents, ils sont présents lors des séances? Comment est-ce que tu commences à leur parler de tous ces outils-là de communication alternative ou communication augmentée? Alors, pour la mise en place des outils de communication augmentatifs ou alternatifs, j'essaie d'avoir une approche la plus pragmatique possible. Donc, pour moi, le meilleur outil de CA, c'est celui qui fonctionne et celui qui est adapté à l'enfant et à sa famille. Donc, je pars vraiment de deux éléments qui sont l'enfant, le patient que j'ai face à moi, et sa famille. Donc, l'enfant, avec le bilan, je fais une cartographie de ses compétences, des zones d'émergence de ses compétences. J'essaye d'analyser où est-ce qu'il en est en termes de communication verbale, de communication non verbale, est-ce qu'il a des opérants verbaux, où est-ce qu'il en est en termes de perception visuelle, d'imitation, de motricité bucco-faciale. Donc voilà, c'est vraiment faire une cartographie de ce qu'il est capable de faire et de ce qui est en émergence. Même si on est bien d'accord que pour la plupart des outils de CA, il n'y a pas de prérequis nécessaires, mais c'est quand même intéressant de partir au départ des capacités de nos patients. Donc ça, c'est mon premier élément. Et mon deuxième élément, c'est la famille. Donc, suite au bilan que j'ai fait passer à mon patient, donc soit en présence des parents, soit en l'absence des parents, là, je vais faire un deuxième bilan, donc je vais faire un deuxième rendez-vous qui correspond à la restitution du bilan. Oui. Et au cours de la restitution du bilan, on va démarrer une vraie discussion avec la famille où je vais essayer de comprendre leur mode de fonctionnement à eux, leur mode de communication, leurs attentes, leur vie, quel temps ils peuvent y consacrer, etc., etc. Et je vais leur présenter de façon relativement exhaustive, en étant assez schématique, les différents outils de communication qu'on a à notre disposition. Et on va vraiment entamer une discussion par rapport à ça. Et donc, je vais leur présenter, moi, ce que j'observe au cours du bilan de leur enfant. Et à partir de ça, voilà, on va décider de ce qu'on choisit de mettre en place en première intention. Sachant que moi, je leur explique toujours qu'on peut faire un premier choix, que ce choix, il peut évoluer en Qui n'est pas définitive. De l'évolution du patient. Aussi, il peut évoluer en fonction de la vie de la famille. Des fois, il évolue parce qu'en fait, on est parti dans une direction, puis finalement, on se rend compte que c'est pas ça qui convenait. Mais voilà, je parle vraiment de mon patient et de sa famille. J'essaye d'avoir une approche qui est quand même très souvent multimodale. Donc, il y a souvent du visuel, il y a souvent du gestuel qui sont associés. Mais voilà, tout va dépendre aussi du patient. Et j'ai un trou. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai une petite question parce que des fois, quand je prends le temps d'expliquer aux parents, un peu comme toi, tout ce qu'on peut proposer au niveau des outils de communication, j'ai des fois des petites... ils sont relativement pas très enthousiastes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sur la demande à ce que l'enfant arrive à oraliser, ce que je peux tout à fait comprendre. J'essaie de leur expliquer que ces outils-là ne vont en aucun cas bloquer les capacités de l'enfant, que si l'enfant il est prêt à oraliser, au contraire ça va lui donner plus de chances à oraliser. Mais c'est vrai que le fait de présenter par exemple des outils comme le TD Snap ou comme n'importe quel type de logiciel qu'on peut avoir sur le téléphone, Tipex, pour juste faire des petites demandes ou proposer des tableaux ou encore des TLA. C'est vrai que des fois ils sont pas forcément très ils vont peut-être le faire les deux, trois premières semaines, mais après pas forcément. Il n'y a pas vraiment cette continuité là, c'est-à-dire que des fois ça m'est arrivé d'avoir des parents qui sont complètement contre ce type d'outil et que j'étais obligée
de les laisser voir notre collègue parce qu'ils étaient tout à fait contre cet outil-là. Après, il faut savoir que ces parents-là, c'était des parents que j'avais reçus avant la période du Covid. Donc l'enfant, à ce moment-là, il avait 7-8 ans déjà, et c'était un TSA relativement sévère. Et je l'ai revu 4 ans plus tard, et l'enfant a malheureusement beaucoup régressé. Et c'est-à-dire que c'était un jeune enfant qui avait 11-12 ans, qui était toujours pas dans la leçon du langage, qui n'était pas vraiment dans la communication non plus. Et malgré ça, ils étaient tout à fait contre l'utilisation d'outils comme ça. Est-ce que des fois ça t'arrive d'être face à des parents qui sont radicaux sur ce point-là, bien qu'on leur dit que c'est juste... On va les utiliser de manière, pas forcément à l'infini, hein. Comme tu as expliqué toi-même, c'est qu'on va passer d'un outil à un autre, et des fois on n'aura plus besoin de ces outils-là, et que ça va évoluer avec le temps. Mais n'empêche qu'il y a des parents qui sont tout à fait radicaux sur ce point-là. Alors, dans mes souvenirs, j'ai jamais rencontré de patients qui étaient, de parents de patients qui étaient radicalement contre. C'est vrai que très souvent, en première intention, il y a des réticences. Je trouve qu'effectivement, c'est une très bonne idée d'expliquer que si le patient il a la capacité de développer une forme de réalisation, l'outil de communication augmentatif ou alternatif va de toute façon l'aider à développer son langage. Moi, j'explique en fait, j'aime bien expliquer que voilà, ces outils-là, en fait, c'est comme une première marche de développement de la communication, et que peut-être qu'il y aura de la communication orale qui va se développer, mais qu'en attendant, de toute façon, l'enfant, il a besoin d'un outil. J'essaye aussi de mettre en avant le fait pour les patients qui ont des troubles du comportement que très souvent, quand on met un outil de communication en place, on a une réduction des troubles du comportement. Ça, c'est un argument, je trouve, qui fait souvent mouche. Et en plus, c'est véritablement vrai, hein, ce qu'on observe, on l'observe bien dans nos cabinets. Ce que je fais aussi, c'est que je vais leur montrer tout de suite, en fait, quand je leur explique les différents modes de communication, j'utilise vraiment des exemples. Donc, je sors mes pictogrammes, je sors mon classeur PEX, je leur montre quelques gestes Magaton, je leur montre mes tableaux de communication. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils voient tout de suite concrètement ce que ça peut être, comment ils peuvent l'utiliser au quotidien, et ils se lancent dedans. Donc, j'ai jamais vraiment eu de réticence en première intention. Par contre, effectivement, il y a des fois des loupés, c'est-à-dire qu'on a choisi un outil et finalement, c'était pas l'outil qui convenait à la famille parce que c'est trop coûteux à mettre en place. Ouais. Voilà, l'exemple d'une petite fille, la maman était très partante pour mettre en place des pictogrammes, et c'était une petite fille qui en plus comprenait très bien les images, qui avait une bonne discrimination, donc on était parti là-dessus, qui avait en plus pas mal de difficultés de programmation motrice. Ouais. Donc, j'avais pas du tout penser aux gestes, et en fait les pictogrammes à la maison c'était trop compliqué, elle avait beaucoup de troubles du comportement, elle jouait avec les pictogrammes, elle les déchirait. Les tableaux de communication c'était un peu compliqué, et finalement la maman m'a dit mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser les gestes, et moi j'utilisais déjà les gestes sur le versant réceptif pour l'aider à mieux comprendre, et finalement on a travaillé vraiment sur l'imitation des gestes pour qu'elle les utilise en expression, et on a réussi à développer un petit stock de vocabulaire d'une 20aine de gestes, alors qui sont certes déformés, mais que la maman peut comprendre et que l'entourage très proche peut comprendre, et donc du coup la petite fille elle arrive à communiquer comme ça, et là maintenant elle commence à développer le versant oral de la communication, donc c'est super. Mais voilà, il peut y avoir des fois un peu des loupés dans ce sens, mais j'ai jamais eu vraiment de réticence en première intention. Super. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on reçoit des parents avec des préjugés déjà au niveau du TSA, au niveau de tous ces outils-là, parce que j'ai l'impression que parfois, quand on propose ce type d'outils, c'est comme si on confirmait le diagnostic, et que les parents, de leur côté, ils n'ont pas encore pu faire le deuil de cet enfant-là qu'ils avaient projeté pendant toute la période de la grossesse et de la petite enfance, et peut-être c'est plus psychologique qu'autre chose. Oui, c'est vrai. Alors après, moi, j'essaye vraiment de leur montrer l'aspect positif, que ça va aider leur enfant à communiquer, qu'il aura moins de troubles du comportement, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et je trouve que du coup, ça donne vraiment une ouverture positive sur l'avenir.
Et, et voilà, et moi j'ai j'ai un petit peu d'expérience maintenant, plus d'une dizaine d'années d'expérience. Ouais. Et voilà, je trouve que ça fonctionne tellement bien que j'essaye vraiment de le présenter avec enthousiasme. Ouais. Et donc voilà, j'essaye d'être convaincante, on va dire. Et Ouais. pour l'instant, ça fonctionne bien, on va dire. Voilà. Ok, bah super. Et justement, tous ces intérêts-là du CA, des TLA, des pictos, ça a donné naissance à un projet. Est-ce que tu aimerais nous parler de ce petit projet? Oui, alors ce petit projet qui est pas si petit que ça, qui est un petit projet. Oui, alors c'est le projet Communicatou. Donc Communicatou, c'est une plateforme de rééducation à destination des professionnels, donc tels que les orthophonistes, les logopèdes, ça peut être aussi les ergothérapeutes, les éducateurs spécialisés et aussi les parents, pour venir en aide aux patients en situation de handicap ou ayant des troubles des apprentissages. On a commencé ce projet en développant effectivement la partie CAA parce que c'était là que la demande était la plus importante de la part des consoeurs et confrères orthophonistes. Donc pour l'instant, on a développé 3 applications. La première application, c'est une application qui permet de créer très rapidement des tableaux de communication personnalisés. Donc voilà, là en 5 minutes, on a un tableau de communication qui est vraiment adapté aux patients qu'on a face à nous. La deuxième application, c'est une application qui permet de faire des phrases en pictogramme. Donc c'est très utile par exemple si on veut pictographier des albums jeunesse, si on veut pictographier des consignes, des recettes de cuisine, ou même si par exemple on veut faire un travail spécifique au niveau de la syntaxe avec des enfants qui ont des troubles du langage oral par exemple. Et la troisième application, c'est une application qui permet de construire, de produire des activités variées de rééducation à partir d'images, de pictogrammes et de mots écrits. Et alors en fait, ce projet, il est porté par Christophe et Adité. Donc ce sont 2 amis de longue date. Ils ont tous les 2 une formation d'ingénieur et ils ont beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et ils sont tous les 2 sensibilisés au handicap. Alors Adité parce que c'est mon conjoint. D'accord. Donc il vit avec une orthophoniste depuis. Donc automatiquement, il est influencé par ce domaine. On entend parler de mon métier, il me voit travailler depuis des années. Et Christophe, parce qu'il a un de ses fils qui est porteur d'une maladie génétique et donc qui a des besoins spécifiques au niveau de ses apprentissages. D'accord. Et Adité et Christophe, ils ont vraiment à cœur de mettre leur expertise au service de développement d'outils. Et ces outils, ils les veulent faciles à prendre en main, donc vraiment ergonomiques, il n'y a pas besoin de faire une formation spécifique pour les prendre en main, qui soit rapide, qui soit facile, qui soit fonctionnel, qui permettent vraiment de faire gagner du temps aux professionnels comme aux parents, et des outils qui soient accessibles à tous. Donc ce qu'on vraiment on a voulu pour cette plateforme, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Que ce soit les orthophonistes, les étudiants en orthophonie, en logopédie, les parents. Donc on peut créer autant de supports qu'on veut et on peut en télécharger 3 gratuitement par mois. Et ensuite, pour les personnes qui ont un usage plus professionnel de cette plateforme, il y a un système par abonnement qui permet de télécharger en illimité les supports concrets et d'accéder à des fonctionnalités avancées. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au sein de ce projet, donc il y a Christophe et Adité, les fondateurs, et puis donc il y a 3 orthophonistes, donc Marie-Annick, Alexandra et moi-même, donc des amis aussi de longue date, et on participe nous sur l'aspect clinique de la plateforme. On est aussi accompagné par une communauté d'orthophonistes qui testent nos outils, nous font des retours, des suggestions d'amélioration, et ça c'est très précieux pour nous parce que ça permet vraiment de développer des outils qui collent au plus près aux besoins et aux attentes des professionnels et des usagers. Donc voilà, donc Communicatou, c'est un projet d'amitié parce que voilà, on est tous amis et familial.
Et c'est un beau projet on est très content voilà, de ce projet-là. Pour l'instant, ça commence très bien. On a plusieurs dizaines d'utilisateurs qui nous font des retours très positifs. On a fait une petite étude et ils déclarent gagner en moyenne 6 heures de temps de préparation par mois. Donc, c'est pas négligeable pour une activité professionnelle bien chargée. Et on a plein d'idées pour la suite. Il y a des nouveautés qui vont sortir très prochainement. Super. Donc, la porte d'entrée, c'était la CA, mais on va développer aussi d'autres choses, notamment au niveau du langage écrit, du langage oral. Ouais, super. Moi, j'ai eu l'occasion justement de tester cette application et ce que j'ai trouvé super parce que je l'avais commencé à utiliser avant même de faire la formation CAA et je trouvais que c'était super même pour des personnes qui ne sont pas forcément formées parce qu'il y a déjà des modèles aussi qui sont proposés, qu'on peut télécharger, que d'autres personnes ont voulu partager et donc du coup, on a comme on va dire, un modèle pour comprendre comment fonctionne un CA et comment le construire. Et surtout, il y a des codes de couleurs. Et je trouve que ça facilite aussi au niveau de la mise en place des différentes images. Et en dehors du CA, comme tu expliquais, il y a aussi l'option pour les phrases picto. Et je trouve pour que des personnes qui sont pas aussi doués au niveau du dessin que toi. Ça leur permet de faciliter, de pas se limiter sur ce qu'ils ont déjà et pouvoir créer à l'infini des activités. Et surtout que c'est très recyclable, c'est-à-dire qu'on peut créer un outil pour un jeu de société, pour un matériel orthophonique et après le garder et le réutiliser à l'infini avec nos passions. Et donc du coup, ça nous permet de vraiment élargir et de vraiment profiter au maximum et de toutes les possibilités possibles avec des jeux parce que généralement au cabinet on peut avoir des jeux qu'on trouve dans les centres commerciaux relativement très larges au niveau du public mais les adapter au maximum et grâce à votre application on a la capacité de l'adapter selon les besoins, selon l'objectif sur lequel on travaille et je trouve que c'est vraiment un outil super intéressant qui est assez unique en son genre. Merci beaucoup pour ton retour. Sur l'aspect de la CA, c'est vrai qu'on a voulu faire quelque chose de très simple, de facile à prendre en main, pour justement aussi permettre à des professionnels qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'utiliser des moyens de communication augmentatifs et alternatifs, qui n'ont pas forcément très habitués à la prise en charge des enfants autistes, de se lancer parce qu'ils auraient un outil qui est très facile à prendre en main. Et parce que c'est vraiment ce qui freine en libéral notamment les orthophonistes pour avoir discuté avec nombreuses d'entre elles, c'est ce qui peut un peu effrayer, c'est on se dit je vais prendre un patient TSA, je vais devoir adapter beaucoup de supports, faire des supports visuels, ça va me prendre beaucoup de temps. Et du coup, on a vraiment voulu développer cet outil pour essayer un petit peu de lever cette barrière-là et permettre le développement d'outils visuels très très rapidement. Et comme tu dis, qui peuvent être recyclés à partir de jeux qu'on a au cabinet, à partir des intérêts de nos patients, à partir de leur vie quotidienne. Sachant que les outils, l'outil est tellement facile à prendre en main, tellement rapide que si on a un tableau de communication, au départ on peut faire vraiment un tableau de communication même avec peut-être 6 ou 8 pictogrammes. Et puis en fonction des progrès de notre patient, on va le faire évoluer ce tableau, en rajouter encore 6, etc. Ok, super. J'ai hâte de découvrir la suite, du coup, de ce que vous comptez nous préparer très prochainement. Alors, pour finir, est-ce que tu as des recommandations au niveau des formations, livres, compte Instagram, à recommander à nos auditeurs ? Alors, il y a beaucoup de choses maintenant dans notre profession, il y a beaucoup de choses très chouettes. Moi, j'ai envie de parler de 2 formations que j'ai faites ces dernières années qui m'ont beaucoup apporté sur le plan professionnel. La première formation, c'est la formation sur le partenariat parental de Jérémy Perrichon. C'est une formation qui m'a vraiment beaucoup apporté sur toute ma pratique parce qu'elle permet d'avoir une autre vision du métier où on va vraiment se centrer sur le handicap
de notre patient sur le retentissement fonctionnel et non plus sur la pathologie. Donc on est vraiment patient-centré et non plus pathologie-centré. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Ça permet effectivement de mener des prises en charge qui, moi, me semblent coller vraiment aux attentes de notre patient et aussi à son style de vie, au style de sa famille. Et d'avoir... Ça permet aussi de mettre en place des prises en charge qui sont souvent plus courtes parce qu'on va avoir des objectifs vraiment précis et pragmatiques. Donc ça, c'est pour la première formation. Et la deuxième formation, je crois que toi aussi tu l'as faite, Lamia, c'est la formation de Karine Bernard-Jomeau sur la prise en charge des autistes. Alors déjà, parce que Karine, je trouve que c'est une formatrice très pédagogue et très généreuse. Et ensuite, je trouve que sa formation, c'est un bel équilibre entre la partie théorique sur le TSA et la partie clinique. Il y a beaucoup de connaissances très pratiques qui nous sont données. Et je trouve que c'est une formation qui est très adaptée à la fois pour des orthophonistes qui ont peu d'expérience dans le domaine du TSA et qui voudraient se lancer, et à la fois pour des orthophonistes qui ont un peu plus d'expérience et qui ont envie de mettre à jour leurs connaissances, de peut-être réorganiser aussi un petit peu leur prise en charge, redynamiser leur prise en charge. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ces deux formations. Et bon, si je peux faire un petit peu d'autopromotion, Bien sûr. je pense qu'il faut absolument suivre le compte Instagram de Communicatou. Alors déjà parce qu'on propose sur ce compte Instagram énormément de ressources gratuites. Donc voilà, justement des supports de CA qui vont accompagner des jeux que beaucoup d'orthophonistes possèdent, des livres pictographiés, des activités diverses, et aussi poursuivre toute l'actualité, tous les nouveaux projets qui vont sortir, et ça permet aussi de nous soutenir et de nous encourager sur ce beau projet. Voilà. Voilà, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai ça en description pour toutes les personnes intéressées pour qu'ils puissent facilement vous retrouver sur Instagram. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir parce que c'est la première fois qu'on se parle comme ça directement. Normalement, c'est plus par petits messages sur Instagram. Voilà, donc c'était un réel plaisir. J'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que aussi les auditeurs vont beaucoup apprécier, ça va les intriguer et vont vouloir découvrir un tout petit peu plus ce monde du CA et découvrir aussi votre application. Merci à toi, Lamia. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 7 avec Gaëlle sur le CAA. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que ça vous a donné envie de découvrir un tout petit peu plus ce monde de la communication alternative, améliorée ou augmentative. Moi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller checker la playlist si vous n'avez pas encore écouté tous les épisodes de notre podcast. Il y en a pas mal sur différents thèmes super intéressants et surtout, abonnez-vous!